On ne mue. Ah, crotte. On recommence. On nous mure une sommité du baroque français. Hervé Niquet, bonjour et bienvenue au Culturel 2.0. Bonjour, bon matin. Alors, je vous ai présenté comme une sommité du baroque français, mais ce n'est pas tout à fait juste. Non, moi j'ai commencé comme pianiste quand j'avais 20 ans, comme pianiste à l'Opéra de Paris. Donc mon premier opéra, c'était Turandot avec Seiji Ozawa. J'ai fait la création de Saint-François d'Assise de Messiaen. Et après, je suis passé au baroque. Donc en gros, pour résumer, j'ai enregistré 80 disques de musique baroque et puis plus d'une quarantaine, 50 de musique romantique. Oh là. La musique baroque actuellement n'est que 40% de mon activité musicale. Vous présentez les 29 et 30 à Québec au Palais Montcalm, septembre, au Palais Montcalm à Québec et à la Salle Bourgie à Montréal. Ce concert dont le titre est Entre triomphe et piété. Qu'en est-il exactement? Eh bien, écoutez, Charpentier, Marc-Antoine Charpentier, pas Gustave, euh, celui du XVIIe siècle, avait la charge de faire toute la musique pour Marie de Lorraine, duchesse de Guise, cousine de Louis XIV, et c'était probablement le musicien le mieux payé du royaume, plus que Lully. Ah bon? Cette femme était immensément riche, beaucoup plus riche que Louis XIV. Et donc, elle était très dévote, très pieuse, et elle avait à son service Charpentier qui lui a composé un nombre d'opus incroyables. Et à côté de la rue des Archives, où elle avait son hôtel, les jésuites avaient une grande église et ils lui ont souvent demandé de la musique. Et c'est ainsi que j'ai mêlé, par exemple, le Beatus Vir, qui est le grand motet d'ouverture que vous allez entendre, avec le Miserere pour les jésuites, ainsi qu'un tédéum qui est un tédéum de fêtes ou d'événements comme une victoire, comme une naissance, comme un mariage royal ou princier, que les jésuites faisaient donner dans leur église de la rue Saint-Antoine. Donc voilà, entre la duchesse de Guise qui est très pieuse et les jésuites qui sont très commerçants et qui aiment la para, voilà. Voilà pourquoi l'intitulé de ce concert. Vous serez combien dans cet ensemble clavecin en concert? Mais écoutez, le minimum qu'on puisse être pour jouer cette musique, il y a 17 instrumentistes qui regroupent les dessus de violon, les hautes comptes de violon, les tailles de violon, les basses de violon, ainsi que les hautbois, les flûtes, les bassons, deux théors, un grand or, trompette, timbale pour la para. Et vous avez 13 chanteurs, tout le monde chante, les solistes chantent dans le chœur aussi. Donc il y a 5 solistes et puis le reste sont des choristes. Donc voilà, c'est une grosse équipe de 30 personnes. Et on connaît très bien ici Myriam, je vais te laisser la parole dans Vas-y. cet instant. Mais il y a Myriam Leblanc et c'est une voix qu'on associe facilement au baroque et à la musique ancienne. Et je crois que c'est un atout pour l'ensemble. Oui, ben en réalité, tous les gens qui sont sur le plateau sont un atout pour cette musique. Alors, déjà les chanteurs, et puis voilà, il y a Philippe Gagné, plein de gens qui pratiquent cette musique, et puis surtout dans les instrumentistes, les gens qui sont vraiment spécialisés sur cet instrumentarium baroque, l'instrumentarium d'époque. Je pense à Olivier Brault, je pense à Hélène Plouffe, voilà, tous ces gens qui font la vie musicale baroque à Montréal. Et les instrumentistes joueront sur des instruments anciens aussi. Oui, bien sûr, ils sont spécialistes et on a tous des instruments anciens, des originaux ou des copies, évidemment, pour les instrumentistes avant. Ce sont toujours des copies parce que ce sont des instruments qui vieillissent très mal et à cause de l'humidité, généralement, se fissurent, se fendent, donc sont injouables et sont des très, très belles copies, hein, de même que les théorbes et les luths qui sont des instruments qui fatiguent assez vite. Qui sont effectivement très sensibles au changement de température. Et ici au Québec, on est des adeptes des changements de température. On Ah oui, pense, et c'est un problème que Sylvie connaît Oui, aussi, aussi. comme violoniste. J'aimerais que vous me parliez un petit peu, vous êtes chef de chant de l'Opéra de Paris. Et ça consiste à quoi exactement? alors, j'ai été chef de chant. J'ai commencé ma carrière comme pianiste à l'Opéra de Paris. Alors, un chef de chant, c'est un pianiste
qui s'occupent de faire répéter les chanteurs ou de faire répéter les danseurs. C'est-à-dire, c'est nous qui assurons et assumons toutes les répétitions. On est là avec le chef d'orchestre pour aussi donner des tops sur le plateau, puisque les régisseurs ne connaissent pas la musique, donc on est aussi topeurs. Donc moi, j'ai été 7 ans à l'Opéra de Paris comme pianiste. Mon premier spectacle, ça a été Turandot avec Seiji Ozawa, Montserrat Caballé, José Carreras. J'ai fait la création de Saint-François d'Assise de Messiaen, dont j'étais 7 ans dans cette maison. Puis après, j'ai volé de mes propres ailes. Donc, chef de chant, c'est l'ouvrier à tout faire qui est au piano dans une maison d'opéra. Ouais. Et vous avez fondé aussi euh, le concert spirituel. Oui, alors ça, c'est un ensemble baroque que j'ai fondé il y a maintenant un peu plus de 35 ans et qui a, ben, je vous le disais tout à l'heure, j'ai enregistré avec lui plus de 90 disques Aïe. de musique française baroque, de musique fin 18e aussi, de la musique étrangère, Purcell, Handel. Et c'est un ensemble qui peut monter jusqu'à une centaine de personnes. Fireworks et Water Music, nous étions 101, avec 9 corps, 9 trompettes, 24 hautbois, 18 bassons, 50 corps, 3 postes de percussion. On a fait les Strigio avec 60 chanteurs et 20 instrumentistes. Vous voyez, c'est un ensemble qui peut avoir des proportions énormes. Et on se déplace pour des tournées ou à 100, 101, ou alors en plus petit, c'est-à-dire le minimum chez nous, c'est vraiment 20 à 25 personnes. Mhm. Mais si on revient au programme qui sera présenté à Montréal et à Québec, vous pouvez nous parler des solistes? Mais écoutez, les solistes, ce n'est, dans un grand motet français, ce n'est qu'une toute petite partie de l'édifice. Ils sont là pour commenter généralement les chœurs ou l'action donnée par l'orchestre, le prélude de l'orchestre. Euh, les 5 solistes que j'ai sont des gens qui sont habitués à chanter ce qu'on appelle en chapelle, c'est-à-dire ils font leur solo à 2, à 3, parfois à 4 ou à 5, et ils s'insèrent immédiatement dans le chœur. Et ce qui fait que euh, la force vocale de ces motets est vraiment tellurique, très très forte, parce que les solistes sont toujours devant. Le plan d'orchestre est généralement celui-là, l'orchestre est à plat devant, tout de suite derrière le premier rang de soliste et tout de suite derrière le rang de choriste. Donc c'est une force vocale considérable. L'intérêt des solistes que j'ai là, c'est qu'ils savent chanter en chapelle et faire un focus avec un chœur, parce que la musique est vraiment virtuose. C'est des mouvements d'une certaine façon qui sont telluriques, hein. C'est-à-dire que vous superposez une ou 5 voix et vous les incorporez à l'ensemble et on a le sentiment qu'à un moment donné, les choses bougent. Euh, Oui, oui, mais c'est le génie de Charpentier. Il a fait ses études en Italie, donc il sait très bien comment fabrique le style grand, large, grandiose de l'Italie, de l'écriture italienne. Et il va utiliser avec son sang français et aussi la charge qu'il a d'écrire de la musique française avec les canons français. Il va savoir donner une autre dimension. Et donc, par exemple, un moment, il y a vraiment de la musique à 8 voix, quoi. C'est un moment où il lâche les chiens, il va chercher l'Italie pour être immense. Mais je reviens à ma question. Est-ce que vous pouvez nous nommer les solistes qui vont faire partie du concert, les chanteurs? Mais écoutez, moi je suis encore en plein jet lag parce que je suis arrivé il y a peu de temps. Vous devez les avoir, énoncez-les, mais j'avoue que Absolument. Alors, on parle de, bon, on a parlé de Catherine Saint-Arnaud, il y a voilà. Myriam Leblanc aussi, Oui. Philippe Gagné qui est contre-ténor Non, non, il est haut de contre. et haute contre. Alors, Pouvez-vous nous Voilà. expliquer la différence? Alors un contre-ténor, c'est une voix qui n'existait pas en France, qu'on n'utilisait pas du tout en France, 17e, 18e. On n'avait pas de falsettiste, ou alors c'était des castrats, c'est-à-dire des enfants qui avaient été castrés avant la mue. Euh, mais en France, on n'avait pas de contre-ténor, ce sont des hautes comptes, c'est-à-dire les 3 registres d'hommes, c'est basse ou concordant, taille, c'est-à-dire le ténor, et les hautes contre, qui est le sommet de la pyramide des 3 voix d'hommes. C'est un ténor très, très aigu et très agile. Mais à aucun moment, il va falsettiser et passer de l'autre côté. Et le contre-ténor, c'est l'Angleterre, principalement. Voilà. Comme Philippe Jarouski, qui est contre-ténor. Exactement. Et on complète avec Jean, Excusez-moi, Aldéo Jean et Dominique Côté qui est bien connu. voilà. Voilà. Donc, c'est une belle brochette de solistes qui connaît son affaire.
Dites-moi, vous arrivez d'un pays, d'une contrée, vous arrivez d'Europe où je dirais que la culture musicale est très poussée. Vous arrivez au Québec et vous constatez quoi exactement? Ben, je ne sais pas pourquoi vous dites pousser, peut-être on a d'autres moyens, mais moi j'étais à la Maison Symphonique il y a 2 jours, là, avec les salles pleines et tout ça. Euh, Quand on voit la beauté de la Maison Symphonique, quand on voit ce qu'il y a à Ottawa, quand on voit ce qu'il y a à Toronto, euh, moi, je suis aussi jaloux quand je vois votre. Et puis, là, j'ai donné des masterclass au conservatoire et à l'université. Il y a vraiment des bons formateurs, il y a des bons professeurs, il y a beaucoup d'étudiants. Il y a une vie musicale aussi intense. Quand je vois le programme de Montréal pour la semaine, c'est insensé. Donc voilà, certes, il n'y a pas 5 orchestres philharmoniques comme à Paris, rien que dans même, c'est même plus que ça. Mais aux proportions du pays, l'activité musicale est très très forte. Non, non, il y a pas du tout à être jaloux. Et ça fait plusieurs années que vous venez au Québec faire des concerts? Ah oui, la première fois que je suis venu, il y a 25 ans, au Festival de la Mecque, c'est Mathieu Duguay qui m'avait invité pour le festival. Et depuis, je suis revenu. Bon, j'ai eu la période de Covid un petit peu avant, où pendant. Non, même pas, parce que je suis venu aussi pour l'OSM diriger le Requiem de Mozart. Euh, mais je viens régulièrement depuis 25 ans. Donc, vous êtes en partie québécois. Alors, de cœur, oui, Oui. évidemment. Vous êtes pédagogue, vous enseignez. Ça se passe comment? Ben, pourquoi voulez-vous que ça se passe mal? Ça doit bien se passer parce qu'il n'est pas question de dégoûter les élèves, les étudiants. En même temps, j'ai une charge de dire ce qui est, parce que le métier de musicien est tellement dur que si vous n'êtes pas vraiment fait pour ça, si votre résistance intellectuelle, physique, euh, comportementale n'est pas au niveau, vous allez vite ne pas trouver de travail. Et donc, souvent, je vois des étudiants qui sont enflammés, mais qui n'auront pas ou qui n'ont pas les capacités pour survivre à ce métier. Et moi, ma charge, c'est de leur dire, oh là, bon, là, tu as 20 ans, mais dans 10 ans, tu n'auras pas de travail. Donc, change ton fusil d'épaule tout de suite. Et puis, va vers autre chose, parce que vraiment, tu vas souffrir. Quand on se retrouve avec des enfants, une femme, et puis alors, souvent, ça se passe mal, parce que c'est un choc. Et puis, j'ai souvent des étudiants qui viennent me revoir 5 ans, 10 ans, 15 ans après et qui me disent Hervé, heureusement, heureusement que tu me l'as dit. Parce que sans ça, voilà, ça aurait été horrible, quoi. Le niveau, il faut être de plus en plus performant. Et donc, il y a des gens qui sont pas du niveau et qui peuvent pas supporter ça. Donc, ça, c'est une partie de l'enseignement qui est vraiment dur à assurer, mais c'est notre obligation de faire ça. On ne peut pas pousser des gens dans une impasse. Et alors, ce qui reste, évidemment, ben, il faut apporter tout le métier qu'on a, l'expérience, tout ce qu'on a lu. Et la pédagogie, c'est aussi de préparer au, au canon, enfin, à la vie réelle de musicien. Et là, ce que j'ai trouvé ici, alors en France, ça se passerait très bien et tout le monde est extrêmement collé à la vie professionnelle. Et c'est sûr que là, ben, vous avez vu, on parle beaucoup du bien-être de l'étudiant, etc., etc. Il y a énormément d'histoires en ce moment. Alors, pourquoi pas, en effet, il y a des limites. Mais notre responsabilité d'enseignant, c'est aussi de préparer et de leur dire à quoi ils vont être préparés et à quoi ils vont être confrontés. Et on n'est pas là pour les chouchouter, comme me disait un enseignant qui était scandalisé que je dise à quelqu'un ce qu'il en est et ce qui ne va pas pour l'améliorer. Vous n'êtes pas là pour la détruire, vous êtes là pour accompagner. Et je ne détruis pas, je le prépare à une vie réelle. Enfin bon, bref, tout ça en ce moment, c'est un grand sujet. Mais c'est vrai que la pédagogie, pour moi, c'est donner un bagage pour la vie réelle. Mhm. Éclairant tout ça, Hervé, vraiment. Et on est très heureux que vous ayez pris ce temps pour nous parler, Mhm. pour nous donner des informations qu'on n'a pas toujours de façon aussi claire et précise. Alors, je rappelle qu'il y a les 29 et 30, respectivement à Québec au Palais Montcalm
et à la salle Bourgie à Montréal, ce concert entre triomphe et piété. Nous vous le souhaitons heureux, nous vous souhaitons le plaisir de faire de la musique avec l'ensemble du clavecin en concert. Et bon séjour au Eh bien, Québec. mille merci. Oui, mille merci. À bientôt. Merci À beaucoup, Hervé. bientôt.